Mobile. Autoroute Info, Nouvelle Auris, plein phare sur c'est le la mondial deuxième de génération l'automobile. de notre véhicule compact, à la De fois retour disponible en porte de berline. Versailles à Paris pour cette édition 2012 du Mondial de l'automobile où nous sommes en direct tous les jours jusqu'au 14 octobre entre 10 et 16 heures. Nous avons posé nos micros sur le stand de l'ASFA, l'association professionnelle des autoroutes et ouvrages routiers qui nous accueille dans le pavillon 2.2. Allez, eux, aujourd'hui plein phare sur les énergies alternatives. À horizon 2025, les véhicules décarbonés devraient représenter 27% du marché. C'est en tout cas la prévision ambitieuse envisagée dans le plan national pour le développement des véhicules électriques et hybrides rechargeables, lancé le 1er octobre 2009. Même si l'échéance est lointaine, le marché des véhicules propres est à ce jour moins actif que prévu. Ainsi, au premier semestre, les véhicules électriques et les véhicules hybrides ont représenté 1,2% des immatriculations de voitures particulières en France. François Moisan, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur stratégie et recherche à l'ADEME, mais pour le grand public, est-ce que l'on peut tout d'abord présenter l'ADEME? Qu'est-ce que c'est l'ADEME? Alors, l'ADEME, c'est une agence publique qui dépend donc des ministères et qui est chargée de promouvoir les technologies propres, les investissements dans des technologies propres. Alors, on donne des conseils aux particuliers, on aide des entreprises à investir. Et plus particulièrement, récemment, nous avons été dotés d'un fonds pour aider les entreprises à produire, à mettre sur le marché des technologies propres. Ça concerne de nombreux secteurs, mais notamment, bien sûr, les véhicules, véhicules électriques, véhicules hybrides, véhicules thermiques classiques. Et cela concerne également des véhicules circulant avec des biocarburants? Tout à fait. Alors, bien sûr, les biocarburants sont aussi une façon d'introduire des véhicules plus propres à travers ces biocarburants. Actuellement, les biocarburants qu'on appelle de première génération sont incorporés soit à l'essence, soit au diesel. C'est des biocarburants qui sont produits à partir de plantes, par exemple de la betterave, par exemple d'autres oléagineux, et qui sont donc incorporés. Ces biocarburants de première génération ne sont pas totalement satisfaisants, toutefois pour l'avenir, pour le futur, parce qu'ils utilisent le fruit de la plante qui peut donc rentrer en concurrence avec l'alimentation. Donc là, on a un problème où on vise à développer des biocarburants de seconde génération. Alors, est-ce qu'on est capable d'ailleurs de basculer directement sur la deuxième génération? Alors, on est capable, mais pas encore avec des coûts satisfaisants. L'idée, c'est d'utiliser plutôt le bois, la partie ligneuse de la plante et de la convertir en carburant. C'est plus compliqué que pour la première génération. On fait des recherches, on a soutenu des opérations de démonstration, des démonstrateurs qui font des biocarburants, par exemple, à partir de déchets de bois ou d'autres résidus agricoles. Donc c'est une filière qui n'est pas abandonnée. On parle d'ailleurs de biocarburants de troisième génération aujourd'hui. Alors effectivement, bon, il y a déjà cette deuxième génération en perspective, et puis éventuellement une génération plus lointaine, et cette fois, c'est par exemple en faisant des cultures d'algues et en transformant ces algues qui contiennent de l'huile en carburant. Alors ça, on est là pour le beaucoup plus long terme. Alors, est-ce que l'ADEME soutient également des projets? Est-ce que, en tout cas, la filière GNV a encore aussi de l'avenir en France? On a l'impression qu'il ne reste plus beaucoup de flotte pour croire au GNV en France. Alors, c'est vrai qu'actuellement, le GNV, c'est-à-dire le gaz naturel véhicule, donc on met du gaz, il est utilisé encore, bien sûr, pour des autobus, par exemple. Excusez-moi, François Moisan, je vous coupe un instant pour une information trafic tout de suite. Allons-y. À 14h06, vous êtes à l'écoute d'Autoroute Info et priorité à la sécurité avec tout d'abord ces morceaux de pneus signalés sur l'autoroute A40 en direction de Paris. Des morceaux de pneus signalés au kilomètre 163, c'est après la sortie numéro 7 dans le secteur de Bourg-en-Bresse. Restez vigilants donc si vous circulez sur l'autoroute A40 en direction de Paris en raison de ces morceaux de pneus signalés au kilomètre 163, c'est après la sortie numéro 7. Les services de sécurité se rendent sur place. François Moisan, donc on termine sur le GNV, donc sur l'avenir de cette filière. Actuellement, c'est vrai que cette filière, en dehors des autobus, de bennes à ordures, est plus vraiment développée en France pour les véhicules particuliers. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays, par exemple en Italie, c'est encore développé, c'est y compris développé dans des grandes mégapoles du tiers-monde, parce qu'on a moins de pollution. Mais c'est vrai qu'actuellement, les choix des constructeurs en France font que ce n'est pas une filière actuellement porteuse.
D'accord. Au contraire de l'électrique, par exemple. Alors, L'électrique pour demain, c'est la tendance, notamment pour des véhicules urbains. Les essais du printemps dernier, l'ADEME avait organisé des essais du côté des Invalides. Plusieurs véhicules soutenus, des projets soutenus par l'ADEME ont pu être testés, essayés en conditions dans les rues de Paris. Et on avait par exemple des véhicules comme des 3 roues motorisées de livraison urbaine, des véhicules très légers. tout à fait. Alors, on a déjà actuellement des véhicules électriques qui sont commercialisés, hein. On voit bien ceux qui sont lancés sur le marché. Renault, Peugeot, Citroën lancent des véhicules électriques et des véhicules hybrides. Ce que nous avions présenté, c'est des véhicules qui sont encore à l'état de ce qu'on appelle des démonstrateurs. C'est-à-dire, c'est les véhicules de demain, ceux qui vont effectivement pénétrer. Puisque si actuellement on a d'ores et déjà des véhicules électriques, on sait bien que ce qui limite leur déploiement, ça va être leur autonomie et ça va être leur facilité d'utilisation. Et dans un premier temps, l'utilisation du véhicule électrique, c'est bien sûr plutôt en ville, en urbain ou périurbain. Alors, ce que nous avions montré effectivement aux Invalides, c'était le résultat de premières recherches qui avaient été lancées dans les années 2008 et qui donnaient lieu à on pourrait appeler ça des prototypes. Et effectivement, notamment dans cette catégorie qu'on appelle les TQM, tri et quadricycles à moteur, qui sont particulièrement adaptés à la ville parce qu'ils sont petits, parce qu'ils sont légers. C'est vrai qu'en ville, on ne se déplace pas souvent à plus de 1 voire 2 personnes. Donc, ils sont particulièrement adaptés. Et on voit des concepts nouveaux qui émergent, alors qu'ils ne sont pas encore commercialisés à grande échelle. Et notamment, par exemple, le fait de mettre des moteurs électriques dans les roues. Voilà. Alors, et ça, on le retrouve aussi d'ailleurs sur de nombreux modèles, des modèles qui ont une vocation un peu plus traditionnelle, des 4, 5 places. Les moteurs près des roues, voire dans les roues, c'est une solution pour demain en termes de véhicules électriques? L'avantage de pouvoir mettre le moteur dans la roue, c'est qu'on va on va supprimer toutes les transmissions mécaniques qui sont des organes importants, qui pèsent lourd et qui donc là vont être supprimés par le fait même qu'on met les moteurs. Et on ne met pas seulement les moteurs dans les roues, on met la suspension à l'intérieur de la roue elle-même. Et les recherches visent à avoir également, par exemple, le freinage et la direction à l'intérieur de la roue. Donc, à terme, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'on va avoir un véhicule dans lequel toutes les parties mécaniques, traction, seront dans les roues. Et puis, on aura l'énergie dans des batteries, par exemple, dans le châssis. Et à ce moment-là, on voit bien que ça libère tout l'espace au-dessus du châssis pour inventer des nouveaux concepts de véhicules. Et ça s'adapte aussi bien à des petits véhicules qu'à des plus gros. Alors avec l'arrivée des énergies alternatives, le moteur thermique n'a pourtant jamais fait autant de progrès que depuis qu'il est contesté pour sa consommation ou encore ses rejets polluants. Exemple chez Ford avec le moteur EcoBoost 1 litre, s'il équipe déjà certains véhicules de la marque comme la Focus ou le B-Max. Il sera bientôt sur la Fiesta. Ce moteur vient d'être élu moteur de l'année. Les arguments de l'EcoBoost avec Stéphane Cesareo de Ford. C'est un moteur, on est parti d'une feuille blanche pour le concevoir. Et c'est ce qui fait tout son intérêt, c'est qu'on y a mis en fait tout notre savoir-faire en matière de technologie de motoriste. Donc on offre avec ce moteur un niveau de puissance de 120 chevaux sur le B-Max. On l'a également sur Focus à 125 chevaux associé à une boîte 6 vitesses, ce qui veut dire des rendements qui sont très élevés. Mais en même temps, on arrive à offrir des consommations très faibles, des émissions de CO2 qui sont faibles également, ce qui rend aussi le moteur essence de nouveau intéressant par rapport au moteur diesel. Comme ce moteur-là est beaucoup moins cher qu'un moteur diesel, je dirais ça aussi, ça amène aussi peut-être à repenser le choix de la motorisation au moment de l'achat de la véhicule, parce que en termes d'amortissement, il est parfois aujourd'hui plus intéressant de rouler en essence. Il y a des solutions pour permettre de moins consommer et être un peu moins émetteur en CO2 qui ne sont pas uniquement des solutions électriques. Il y a aussi des solutions qui sont encore en améliorant le moteur thermique traditionnel, et en même temps ça a aussi une autre vertu, c'est que ce sont des solutions qui sont accessibles et financièrement plutôt intéressantes pour les consommateurs. Alors François Moisan, finalement le moteur thermique, il a encore de beaux jours devant lui? Oui, bien sûr, il y a encore de nombreux progrès en cours et qui vont déboucher très prochainement pour avoir des moteurs thermiques beaucoup plus performants avec moins d'émissions de CO2. Y compris sur le moteur diesel? Y compris sur le moteur diesel. Et on voit bien qu'à travers l'hybride, puisque l'hybride c'est un véhicule qui est à la fois électrique et thermique, la partie thermique aussi, ça permet de faire des progrès. Et je dirais à partir du moment où le moteur est calibré, par exemple, pour être en hybride sur certains régimes de fonctionnement, il peut être beaucoup plus performant. Donc il y a le moteur, mais il y a aussi, il ne faut pas oublier, le véhicule lui-même, la conception, parce qu'à travers l'allègement
l'aérodynamisme, on peut gagner beaucoup. Le poids d'un véhicule, c'est ce qui fait une grande partie de sa consommation. Alors, publié au mois d'août, le rapport du Centre d'analyse stratégique reconnaît que la voie de l'hybridation alliant l'électrique à un moteur thermique reste la plus prometteuse pour l'automobile. À terme, ils atteindront la limite des 40 grammes de CO2 par kilomètre rejeté. L'hybride, c'est aussi la solution au-delà du véhicule urbain pour des liaisons interurbaines cette fois. Alors c'est vrai qu'à court terme, en tout cas, on peut dire le véhicule électrique, ça peut être une solution pour tous les déplacements urbains de courte distance en raison de la relative faiblesse d'autonomie. On fait des progrès néanmoins. Donc dans l'avenir, on peut envisager que le véhicule électrique aille plus loin. Mais je crois qu'on va avoir des différenciations du marché du véhicule entre effectivement des usages urbains et puis des usages qui, eux, nécessitent une plus grande autonomie. Et c'est là que l'hybride, effectivement, va trouver toute sa place. Alors jusqu'à présent, circule, on a vu des hybrides qui n'étaient pas rechargeables. Donc l'électricité est produite par le moteur thermique. Donc finalement, on consomme de l'essence pour produire l'électricité du véhicule qui est stocké à bord. Et puis maintenant, on voit arriver des véhicules rechargeables. Alors c'est assez proche du véhicule électrique, sauf que là, effectivement, on n'a plus de problème d'autonomie puisqu'il y a aussi un réservoir à essence et un moteur thermique. Alors, ce moteur hybride, on voit beaucoup de véhicules sur ce mondial de l'automobile, beaucoup de solutions hybrides, notamment chez les constructeurs japonais. Chez Peugeot, ça arrive, chez PSA, avec le moteur hybride diesel. Effectivement, alors jusqu'à présent, on avait de l'hybride qui était plus spécialement sur l'essence. Maintenant, on va trouver effectivement de l'hybride sur du diesel, c'est-à-dire qu'on a un moteur diesel et aussi un moteur électrique et des capacités de batterie qui vont permettre, alors typiquement on a déjà en expérimentation des véhicules hybrides qui permettent sans avoir recours à la partie thermique. Donc c'est simplement en électrique, on va pouvoir rouler 30-40 km avant de passer en thermique, avant d'avoir recours à de l'essence et donc à un carburant plus polluant. Ça permet quand même de faire toute une partie des déplacements urbains parce que 40 km par jour, ça permet quand même effectivement de faire la grande majorité des déplacements urbains en tout électrique. Alors François Moisan, un dernier mot, le temps est passé très très vite, un dernier mot sur l'hydrogène cette fois. Est-ce que c'est une solution, alors peut-être on est plus là sur du moyen terme? Oui, l'hydrogène, on est plus sur du moyen terme. L'idée, c'est effectivement qu'on va avoir un carburant qui est très propre. L'hydrogène, quand ça brûle, ça fait de l'eau. Et donc, on n'a pas de polluants. Mais l'intérêt aussi de l'hydrogène, c'est qu'on va l'utiliser à travers une pile à combustible. Donc, on va produire de l'électricité. Et cette électricité, elle va fournir l'énergie pour le moteur. Et donc ça, il y a des recherches. Le problème actuellement, c'est qu'il faut quand même stocker cet hydrogène à bord et puis surtout la distribuer. Donc il faudra qu'on ait des infrastructures, des points de livraison d'hydrogène. Et donc c'est ça qui fait que c'est quand même assez compliqué. On aura l'occasion d'en reparler. Merci François Moisan. Merci. Prochain rendez-vous depuis la porte de Versailles à 15h avec Xavier Ferrand qui recevra Joël Petsac afin d'évoquer la filière du GPL. Liberté, vacances. Si vous utilisez vos chèques vacances,